Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. De toutes nouvelles scènes inédites, jamais vues auparavant dans Dragon Ball Super, viennent de nous être révélées concernant l'arc Moro. Je dis nouvelles, parce que oui, il y a quelques jours en arrière, on a déjà eu quelques scènes inédites qui nous ont été révélées. Je vous les ai présentées dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous mets le lien en description. Ça concernait du Gogeta, du Broly, ça faisait le lien avec l'arc Moro, et aujourd'hui les scènes inédites que je vais vous présenter sous vos yeux sont directement liées à l'arc Moro. Plus précisément, vous les retrouverez dans le tome 10 du manga Dragon Ball Super. Il vient tout juste de sortir au Japon, et le site japonais, je ne connaissais pas ce site, qui s'appelle s-manga.net, propose en lecture gratuite les 33 premières pages du tome numéro 10, et également grâce à cela on a pu avoir la révélation de pages bonus de ce tome-là qui nous ont été traduites en anglais grâce à Herms98 sur Twitter, et traduites en français grâce à Dragon Ball Super-France, et je vais donc vous présenter tout cela sous vos yeux. Alors je vous l'avais déjà montré en vidéo mais c'était en moins bonne qualité, voici la couverture avec les bonnes couleurs etc. du tome numéro 10 du manga Dragon Ball Super. Je trouve que niveau direction artistique, c'est sûrement une, si ce n'est la meilleure couverture de Dragon Ball Super, à voir peut-être avec certaines couves de l'époque Zamasu, mais bon franchement, on est dans le top niveau, avec cette disposition qui personnellement me rappelle beaucoup ce qu'on peut avoir dans les posters de Star Wars, ou pourquoi pas aussi dans les Avengers. Et alors, nous avons eu plusieurs pages bonus pour faire du lien avec tout cet arc Moro. Les deux premières sont des pages carrément de manga, en mode bande dessinée avec des dialogues et tout ce que vous voulez. Vous les voyez sous vos propres yeux. La première page nous montre alors que le combat entre Goku contre Vegeta et toute la bande, Gohan, Krillin, etc. a eu lieu et vient de se terminer. Donc c'est un flashback. La voix off ou le narrateur dans ce cas-là nous dit que loin dans l'univers, sur la planète Freezer numéro 79, que nous avions déjà vu auparavant dans le manga Dragon Ball et l'anime, la préparation d'un certain plan a débuté. Et nous y voyons Zarbon. Alors c'est assez drôle parce que dans une news précédente, je vous présentais le dessin de Toyotaru de Zarbon, dans lequel il nous disait que c'était un personnage qu'on voyait peu, et qu'on ne verrait pas ou presque pas dans Dragon Ball Super, et vous voyez qu'il vient tout juste de le réintroduire. Donc je remets ma question en avant sur le fait que peut-être qu'un des membres là, des alliés de Moro, de la patrouille galactique, les prisonniers, tout ça, eh bien peut-être qu'il est lié par la race ou un lien de famille avec Zarbon, mais ça on verra plus tard. Donc dans cette page, Zarbon s'exprime, et il dit « Maintenant nous allons partir pour la planète Namek afin de rassembler les Dragon Ball ». Dodoria, que vous aurez pu apercevoir dans le film Dragon Ball Super Broly, lui aussi si vous avez été attentif, s'exprime et dit « C'est une mission top secrète, avec un minimum de subordonnés, donc faites de votre mieux ». Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a du lien avec l'arc Moro? Tout simplement parce que le personnage de Cranberry est introduit dans cette page. Cranberry, qui était le subordonné de Moro, qui avait déclaré être un ancien de l'armée de Freezer, c'est lui d'ailleurs qui a mis Moro sur la piste des Dragon Ball de Namek. Il a pu même commencer à exaucer une partie des vœux de Moro, puis Moro a fini par le tuer, et en fait, on apprend que Cranberry avait déjà été introduit à l'époque de Dragon Ball, aussi bien le manga que l'anime. On en avait déjà parlé sur ma chaîne YouTube, on avait déjà des doutes sur sa présence, etc. Est-ce que c'était une coïncidence de design ou pas? Eh bien, c'était bel et bien lui, et donc Cranberry se demande. Il dit quoi, les Dragon Ball, elles existent vraiment? Et Zarbon répond, toi, n'ouvre pas ta bouche sans autorisation. Nous n'avons pas besoin de soldats qui sont incapables de suivre les ordres, je pourrais te tuer tout de suite. Cranberry fait alors ses excuses et le narrateur continue de nous conter l'histoire et nous dit que Cranberry était un des soldats qui sont allés sur Namek à l'époque. Il nous dit également que pourtant il a été battu par les jeunes guerriers du village de l'ancien Muri, donc du doyen Muri. Je vous affiche donc la deuxième page et on nous dit également que finalement Cranberry a été tué par le coup de pied de Zarbon. Il avait déjà menacé de le tuer, finalement il l'a fait. Ça aussi on l'avait vu à l'époque dans l'anime DBZ et le manga. Le narrateur nous dit que plus tard, le temps a passé, et au milieu du combat final entre Goku et Freezer, un certain vœu a été accordé. Ce vœu formulé par Mr Popo qui est de, s'il vous plaît, ressusciter tous ceux qui ont été tués par Freezer et ses hommes de main. Et le narrateur reprend le fil de l'histoire en nous disant que, bien sûr, suite à ce vœu, Cranberry a été ressuscité aussi, vu qu'il avait été tué par Zarbon, un des hommes de main des soldats de Freezer. On nous montre ensuite, et le narrateur nous l'explique, que Cranberry a réussi à s'enfuir de la planète Namek dans le pod de Vegeta, et au vu de sa mésaventure, eh bien Cranberry dit qu'il ne retournera jamais dans l'armée de Freezer. Il a donc continué à fuir et à se cacher de cette armée de Freezer, avant d'être capturé par la patrouille galactique. Et on voit même qu'un lien est fait par rapport à cela, on voit Cranberry sur une certaine planète, qui est en train de voler de la nourriture, on a bien l'impression, il y a un vendeur qui écrit dessus,
Et Jaco passait par là et s'interroge sur la situation. Et vous savez que Jaco ne laisse pas même le moindre crime impuni. Donc en gros c'est un petit peu comme ça qu'il s'est fait choper. Donc ces pages, je les apprécie énormément, je trouve que c'est bien de faire du lien. Surtout que là, c'est pas uniquement pour la Jump Victory Carnival, là c'est vraiment inclus dans le tome, donc j'espère qu'on aura ça traduit en France, et je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas. Dans l'ensemble, je trouve que l'histoire est bien racontée, je trouve que Toyotaru arrive à faire passer un bon nombre d'informations par le biais de 1-2 pages, des choses comme ça, donc c'est toujours intéressant. Il arrive à réintroduire des personnages du passé, vous voyez que plein de chara-design, etc. sont repris de l'époque, il arrive à faire du lien avec l'œuvre de Toriyama lui-même. Après, petit bémol quand même, petit sujet à réflexion concernant le vœu, Popo, s'il vous plaît, ressuscitez tous ceux qui ont été tués par Freezer et ses hommes de main, et on nous dit que Cranberry a bien sûr été ressuscité. Alors, là on est un petit peu dans le même cas que le vœu du tournoi du pouvoir, c'est-à-dire est-ce que le vœu de C17, qui était de ramener les univers détruits, il concerne uniquement les univers détruits au tournoi du pouvoir, ou est-ce qu'il concerne tous les univers détruits, y compris les 6 à l'époque? Pourquoi je dis ça? Parce que le vœu de Popo, dans la manière dont Toyotaru l'écrit ici, nous fait comprendre qu'on ramène toutes les victimes de Freezer et de ses hommes de main. Et là, il n'y a pas la précision de Namek. Alors qu'à l'époque, par rapport aux tournures de phrases dans l'animé et dans le manga, c'était pas clair, mais ça pouvait être implicité que c'était lié aux victimes de Namek. Mais là, la tournure que prend Toyotaru ici nous fait comprendre que c'est tout simplement un vœu, en général, de ressusciter les victimes de Freezer et ses hommes de main. Et là, on en revient sur une théorie que vous avez été nombreux à me proposer en zone commentaire, eh bien, la planète Vegeta, etc. Du coup, je trouve que Toyotaru aurait dû légèrement mieux tourner cette phrase-là et cette mise en scène, parce que je pense qu'il est assez clair que la planète Vegeta n'est pas revenue, à part s'ils sont revenus, ils se sont mis à se cacher, mais franchement, j'y crois pas. On a bien Whis au début de Dragon Ball Super qui dit que la planète Vegeta a été exterminée, que quelques-uns se sont réfugiés sur la planète Terre, etc. On a bien Shin qui nous dit que pour le tournoi du pouvoir, il n'y a pas grand monde à recruter. Donc non, la planète Vegeta n'est pas revenue. J'aurais mis un petit peu plus de finesse et de clarté de la part de Toyotaru. Après, peut-être qu'en japonais, c'est plus clair. Hein. Là, je vous parle par rapport à du japonais qui a été traduit en anglais, qui a été traduit en français. Donc pourquoi pas dans la version originale. Mais sinon, ces pages-là sont très très cool, en tout cas à mes yeux. Elles sont plutôt bien dessinées aussi. Le personnage de Cranberry, bien qu'il soit mort, est un personnage assez intéressant. En tout cas, dans l'arc Moro, il a été mis en valeur d'une certaine manière intéressante. Et pour clôturer cette vidéo-là, les devins, eh bien d'autres pages bonus ont été montrées par Toyotaru dans son tome numéro 10. Cette fois-ci, ce ne sont pas des pages en mode manga, mais plutôt des pages en mode illustration. La première, vous y voyez Goku et Vegeta qui prennent des poses de combat sans être trop sérieux non plus, hein. Ça ressemble plus à un début de combat qu'autre chose. Vous voyez le regard de Goku qui a l'air de se concentrer, mais en étant un petit peu quand même amusé par ce qui se passe. Vegeta relativement sérieux, mais pas trop inquiet non plus. Avec leur logo de la Patrouille Galactique. C'est assez bien dessiné, les proportions m'ont l'air assez bonnes. Une autre image ensuite nous montre les anges, plutôt 3 anges de Dragon Ball Super. Nous avons Vados de l'univers 6, nous avons Kukatail de l'univers 5 qui se trouve au milieu, il est plutôt massif, et nous avons Konik de l'univers 4, qui est un petit peu plus ferme, mais qui a quand même un visage assez sérieux lui aussi. Page suivante, eh bien nous avons les Namek, et pas n'importe lesquels, parce que nous avons Muri et nous avons SK, Muri qui était anciennement doyen des Namek et qui a passé le relais au petit SK juste à côté de lui. Je pense vraiment, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, sur les prochaines évolutions, transformations et tout ça de Goku et Vegeta, eh bien que je pensais que SK pourrait avoir un bon rôle à jouer par rapport à l'ancien livre des Namek et tout ça qu'il pourrait proposer à Goku. Donc on verra bien, mais en tout cas vu qu'il est mis en avant, pourquoi pas l'utiliser, sinon il aurait pu crever sur Namek déjà. Nous avons une page suivante avec Majin Buu auprès de la Patrouille Galactique avec quelques membres de la patrouille. Majin Buu qui est en train de manger des chocolats à la pelle, c'est une page assez drôle. Une autre page nous est présentée par Cranberry, on va aller assez vite. On y voit Cranberry qui est en train de s'évader de quelque part, etc. Donc bon, ça ne mène pas trop haut. On y voit aussi également une autre illustration qui ressemble beaucoup à celle de la couverture du tome. Cette fois-ci, nous y voyons la fratrie des Macaroni ou Macarini, là je sais plus comment ils les ont appelés. Vous y voyez pas mal de membres de la Patrouille Galactique, vous y voyez Jaco, qui est mis vraiment au premier plan. Et enfin, dans ce tome numéro 10, nous avons un message de Toyotaru, message qui est pas très important, mais si vous voulez connaître un petit peu mieux le personnage, eh bien ça devrait vous intéresser. Son message est « Quand je travaille, j'aime bien me mettre la télé ou la radio. Si je mets la télé, lorsque c'est intéressant, je ne peux m'empêcher de regarder l'écran. Du coup, mes manuscrits n'avancent pas trop. Mais quand je mets la radio, si c'est intéressant, je n'arrive plus à quitter mon bureau, et donc au contraire, mes manuscrits, comprenez par là ces travaux, avancent bien. En fait, c'était juste une raison un peu complexe de vous dire que j'adore la radio. Donc voilà, Toyotaru nous dit qu'il aime beaucoup la télé et la radio, mais que la radio, il arrive à la combiner avec son boulot de mangaka, tandis que la télé, il n'y arrive pas. Du coup, les devins, vous savez tout ce qu'il y avait à savoir concernant ce tome numéro 10 de Dragon Ball Super.
Comme d'habitude, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune news sur Dragon Ball sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour tout votre soutien. Le lien de ma page Utip s'affiche à l'écran, il est également directement disponible en description. Le pouce bleu, voilà, tout cela est gratuit, rapide à faire pour vous. Merci infiniment du fond du cœur à tous ceux qui y contribueront. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.